Nous allons revenir maintenant sur les cycles de financement, d'investissement et d'exploitation afin de mieux les comprendre. Commençons par le financement et voyons pourquoi il est essentiel de distinguer les financements par fonds propres des financements par emprunt. L'entreprise dispose de deux sources de financement et seulement deux. Les financements apportés par les actionnaires, qu'on appelle fonds propres, et les financements apportés par les banques, les emprunts. Essayons de comprendre ce qui différencie les emprunts des fonds propres. Tout vient en fait de ce que les banques ne contrôlent pas les décisions d'investissement. Elles ne contrôlent pas non plus les décisions de gestion. Ce sont les actionnaires qui, en tant que propriétaires, prennent les décisions d'investissement. Ce sont les actionnaires qui, eux-mêmes ou par le biais des administrateurs et dirigeants qu'ils ont choisis, prennent les décisions de gestion. La banque injecte des fonds. Elle ne contrôle pas l'usage de ces fonds. Je ne dis pas que la banque est naïve. Je ne dis pas que la banque ne souhaite pas savoir comment les fonds prêtés seront utilisés. Mais une fois que le prêt est accordé, l'actionnaire ou le dirigeant qui représente l'actionnaire dispose d'une certaine, voire d'une totale liberté, aussi bien pour les décisions d'investissement que pour les décisions de gestion. Parce qu'ils ne contrôlent pas les fonds qu'ils ont investis, les prêteurs ont deux exigences. D'abord, ils veulent que les montants prêtés soient remboursés. L'emprunt a systématiquement une échéance. Cette échéance dépend de la visibilité du devenir de l'entreprise. Si le prêteur considère que l'entreprise sera en mesure de payer ce qu'elle doit sans problème, il acceptera de prêter sur longue période. Dans le cas contraire, s'il estime que l'entreprise pourrait ne pas être en mesure de régler facilement ce qu'elle doit, il ne prêtera pas, ou le prêt sera court. Nous reviendrons sur la problématique du financement par emprunt dans un autre module. Les prêteurs, les banques, veulent en outre que leur rémunération, l'intérêt, ne dépende pas des performances de l'entreprise. Autrement dit, ils veulent que leur rémunération ne dépende pas de la qualité des décisions d'investissement ou de gestion, tout simplement parce qu'ils ne sont pas impliqués dans ces décisions. C'est la raison pour laquelle l'intérêt n'est pas fonction du résultat d'exploitation. L'intérêt est déterminé dès l'octroi du prêt. Son montant est fixe, c'est une autre contrepartie à l'absence de contrôle des fonds prêtés. Parce qu'ils contrôlent l'utilisation des fonds investis, les actionnaires ne peuvent pas avoir les mêmes exigences que la banque. De ce fait, les fonds propres qu'ils ont apportés seront disponibles pendant toute la vie de l'entreprise. L'actionnaire n'est jamais en mesure d'exiger le remboursement des fonds qu'il a injectés. Sauf, cas assez rare, lorsque l'entreprise cesse son activité autrement que dans le contexte d'une faillite. Autrement dit, l'actionnaire qui veut sortir, qui veut récupérer les fonds qu'il a apportés, doit nécessairement trouver un autre individu pour prendre sa place. Ce n'est pas toujours simple. C'est en tout cas plus commode lorsque l'entreprise est cotée en bourse, puisque dans ce cas-là, l'actionnaire a accès à un marché où on peut facilement vendre et acheter des titres financiers. L'essentiel ici est de comprendre que les fonds propres sont des ressources dont l'entreprise dispose indéfiniment. Elle n'est jamais tenue de rembourser ses fonds propres. Ils sont définitivement acquis. Par ailleurs, toujours parce que les actionnaires contrôlent l'utilisation des fonds investis, leur rémunération, le résultat net, n'est ni fixe ni prédéterminé. Cette rémunération ne dépend que des performances de l'entreprise et par conséquent de la qualité des décisions d'investissement ou de gestion prises par les actionnaires ou leurs représentants, les dirigeants et les administrateurs. Si les décisions d'investissement ou de gestion ont été opportunes, le résultat net est élevé. Dans le cas contraire, le résultat net est faible, voire négatif. C'est alors une perte. Il y a maintenant un point sur lequel je voudrais insister plus particulièrement. J'ai expliqué que le résultat net rémunère l'actionnaire. Ce n'est pourtant pas la totalité du résultat net que l'actionnaire percevra systématiquement. En fait, les actionnaires, réunis en assemblée générale, décident de l'affectation du résultat net. Ils décident de ce qui doit être fait du résultat net. Le résultat net peut être soit conservé dans l'entreprise, soit distribué aux actionnaires. Le résultat net qui n'est pas distribué, donc qui est conservé par l'entreprise, constitue ce qu'on appelle les réserves.
La partie du résultat net qui est distribuée aux actionnaires constitue le dividende. Bien que l'actionnaire ne perçoive pas systématiquement la totalité des résultats nets, c'est néanmoins le résultat net qui constitue la rémunération de l'actionnaire dans sa totalité. Le mécanisme des réserves vise seulement à éviter de distribuer la totalité du résultat net, quitte à en récupérer une partie sous forme d'augmentation de capital. En effet, quand les actionnaires injectent de l'argent frais dans l'entreprise, on dit que l'entreprise réalise une augmentation de capital. Donc, plutôt que de distribuer la totalité du résultat net sous forme de dividende, puis de récupérer une partie des montants distribués sous forme d'augmentation de capital pour financer de nouveaux investissements, il est plus judicieux de permettre à l'entreprise de conserver les montants nécessaires au financement de ses investissements. On évite ainsi un coût fiscal, puisque le dividende perçu par l'actionnaire est imposé. On évite aussi des coûts de transaction, puisque l'augmentation de capital est coûteuse. Il faut donc bien comprendre que les réserves, autrement dit les montants que les actionnaires ont décidé de laisser dans l'entreprise, constituent de fait un apport en fonds propres qu'il convient de traiter comme tel. Autrement dit, pour financer l'entreprise, les actionnaires peuvent soit apporter des fonds nouveaux par le biais d'une augmentation de capital, soit laisser dans l'entreprise, sous forme de réserve, la totalité ou une partie du résultat net qui leur revient. Ceci explique pourquoi le dividende n'apparaît pas dans le schéma qui illustre le circuit financier. Seul le résultat net apparaît. C'est en effet lui qui constitue la rémunération de l'actionnaire. Savoir si ce résultat net a été distribué ou n'a pas été distribué, c'est secondaire. Le dividende importe peu en fait. De la même manière, j'ai insisté précédemment sur le fait que l'emprunt devait être systématiquement remboursé. Pourquoi donc ne pas faire apparaître une flèche symbolisant le remboursement de l'emprunt dans le schéma illustrant le circuit financier? En effet, seul l'intérêt apparaît. Ceci vient tout simplement de ce que, en régime de croisière, lorsque tout va bien, le remboursement de l'emprunt ne constitue pas une contrainte pour l'entreprise. L'entreprise n'a pas besoin de conserver des fonds pour assurer le remboursement de l'emprunt. En régime de croisière, l'emprunt qui arrive à échéance sera remplacé par un nouvel emprunt contracté auprès de la même banque ou d'une autre banque. C'est ce nouvel emprunt qui servira à rembourser l'ancien. De ce fait, en régime de croisière, le remboursement de l'emprunt ne constitue pas une réelle contrainte. L'entreprise n'a d'ailleurs pas pour vocation de n'être financée que par des fonds propres.